Bonjour, nous sommes présentement en direct de chez Impression Pro Design. Si aujourd'hui nous sommes chez Impression Pro Design à Sainte-Marie, c'est pour rencontrer l'un de leurs vendeurs qui est aussi un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, soit M. Alexandre Giroux. Donc, bonjour, je suis présentement en compagnie de M. Alexandre Giroux. Je vais le laisser se présenter un peu avant de commencer. Comme elle a dit, Alexandre Giroux, je suis né à Québec, maintenant, qui travaille maintenant un petit peu à Sainte-Marie. Mais je viens d'une famille dans le Vieux-Québec, un frère plus vieux. Puis maintenant, j'ai ma petite famille qui habite à Sainte-Foy. D'accord. Pour commencer avec la première question, dans le fond, parle-moi un peu de comment ta carrière a commencé au niveau du hockey, puis... Oui, je vais faire ça. C'est une longue carrière, mais j'ai commencé comme tous les enfants à Québec. Je joue au hockey avec mon frère dehors, dans le cours d'école. Après ça, sur les patins extérieurs. Et j'ai commencé à patiner sur la rivière Saint-Charles. J'avais 2 ans et demi. Et j'ai fait comme un peu tout le monde, là, les novices, puis oui, à tombe dans le temps à Québec. Et j'ai joué mon midget 3 à Sainte-Foy. Après ça, là, l'engrenage j'ai pris. J'ai été repêché dans le junior majeur, après ça dans la Ligue nationale. C'est un peu le début, un peu typique de tout le monde qui joue dans des équipes comme tous les enfants présentement. Puis après ça, quand tu es dans des meilleurs des meilleurs, l'entonnoir se ferme et tu t'es repêché comme jusque vers le haut. Mais ça va quand même être dur, tu sais, quand on commence à jouer au hockey, on a souvent des attentes qu'on veut nécessairement être repêché par la Ligue nationale, mais ça n'arrive pas à tout le monde. Non, mais tu sais, j'ai souvent expliqué que ça n'a jamais été mon rêve. J'ai toujours voulu faire ça, mais c'était pas ça à tout prix. Je pense que c'est arrivé juste que j'étais bon, un peu novice, encore à tombe, ça a évolué, mais c'est pas... j'ai jamais fait d'école de power skating, de 3 l'été ou juste faire du hockey. C'est arrivé juste parce que circonstances, que j'aimais ça, j'étais bon, puis ça a continué, mais c'était pas... j'ai pas dit à mes parents toute ma vie, je veux jouer dans les repêchés dans le national. C'était juste à donner, le chemin était fait comme ça. Justement, ça suit à une autre de mes questions. Est-ce que tu avais un plan B face à ça, non? Non, mais c'est pour ça que ça... J'étais allé à l'école au cégep jusqu'à temps que j'ai mon premier contrat professionnel, mais j'avais... on dirait que ça s'est fait naturellement. Tu sais, comme je parlais de repêchage, j'ai midget 3, ça commence... les agents à regarder. Il n'y avait jamais eu un agent. Après ça, repêché dans la Ligue majeure. Mais tu sais, j'étais comme pas au courant comment l'évolution allait si rapidement. J'ai juste joué. Comme j'ai dit, il faut que tu sois toujours les plus performants, les meilleurs pour continuer à ce niveau-là. Puis ça a juste à donner. J'ai pas pensé un jour, il faudrait que je me prépare quelque chose d'autre. On dirait que c'était le chemin qui était prévu d'être comme ça. Mais je me rappelle, junior, j'avais appelé mes parents, je leur avais dit soit que j'étudie jusqu'à 11h, minuit pour avoir un bon examen, ou je me couche tôt pour avoir un bon match. Puis, dans le sens que je vais pouvoir toujours retourner à l'école. Le hockey passe tellement vite que soit je me lance dans le hockey au complet, puis je mets l'école un petit peu de côté, proche que quand j'étais d'avoir signé un contrat, mais c'est mon plan B. J'ai toujours dit je le ferai au moment que le hockey va s'arrêter. Parfait. On le sait que les équipes de hockey sont assez serrées, puis que des fois on est repêché par une autre équipe, on est échangé, ainsi de suite. Ça doit être dur des fois. Est-ce que c'est dur quand tu dois affronter une équipe pour laquelle tu as joué, mais que tu as des chums de hockey? Oui, c'est arrivé junior. Ma première fois, évidemment, que j'ai été échangé. J'avais joué 2 ans et demi à Hull, puis ma dernière partie de la saison à 19 ans, on a joué contre Hull en séries éliminatoires. C'était tous mes amis que j'avais eus pendant 2 ans et demi. Fait que ça, je l'avais trouvé difficile, mais dans le monde du hockey, ils disent tout le temps qu'il n'y a pas d'amis sur la patinoire, sur la glace. Mais la partie des échanges que je trouve difficile, c'est juste au milieu de saison, ça m'est arrivé, je pense, 2 autres fois dans ma carrière, d'arriver dans une nouvelle équipe où justement les liens sont tissés très sérieux avec d'autres joueurs que tu n'as pas vus pendant 5-6 mois. Là, tu arrives dans une nouvelle équipe, t'intégrer en tant que joueur, personnalité dans la chambre, comment fitter un peu dans tout ça. C'est ça qui avait été un petit peu plus difficile que jouer contre des anciens coéquipiers. Oui, parce que tu sais, souvent, si tu arrives dans une nouvelle équipe, souvent les joueurs, ça va faire plusieurs années qu'ils jouent ensemble ou plusieurs mois, fait qu'ils ont créé des liens. Toi, tu arrives un peu comme un cheveu sur la soupe, tu connais personne. C'est comme ça aussi, je pense, dans tous les business, quand il y a un nouvel employé qui arrive ou une nouvelle personne qui s'intègre dans une équipe, dans un restaurant, ils ont toutes un peu leur routine, leur façon de travailler, ils connaissent un peu tout le monde. Toi, tu essaies juste au début de fitter sans te faire trop de vagues, mais en même temps, il faut que tu restes toi-même puis d'essayer le plus rapidement possible de t'intégrer pour pouvoir performer. Ça doit être un sentiment spécial de compter son premier but en tant que joueur dans la Ligue nationale ou en tant que joueur futurement repêché pour
Oui, vraiment. Tu sais, comme je t'explique, c'est quand même très difficile de se rendre là. Il y en a beaucoup qui se font repêcher, mais qui ne jouent jamais. Il y en a qui se font repêcher, qui ne signent pas de contrat. Tu sais, d'avoir été repêché, d'avoir signé, de jouer dans la Ligue américaine, le club école de la Ligue nationale. Mais au moment que tu te fais rater dans la Ligue nationale, puis tu joues déjà un match, tu es déjà très content, très fier. Mais de pouvoir marquer un but, c'est encore plus spécial. Puis moi, la journée où j'ai compté mon but, ça a été une journée un peu spéciale parce que j'étais dans leur club école en ligne américaine sur la route. Puis il y avait une tempête de neige le lendemain. Tous les vols étaient cancellés. Je n'avais pas pu me rendre à l'heure exacte pour à jouer le match à Washington. J'étais arrivé, je n'avais pas mangé la journée. J'étais arrivé vraiment quelques minutes avant que le match débute. Puis c'est là que j'ai marqué mon premier but. Fait que toute la journée, c'était comme. C'était pas supposé d'être là. Ça a fini par arriver. Puis j'ai compté. Fait que oui, le sentiment d'accomplissement est très, très satisfaisant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, suite à ce premier but-là, d'avoir un sentiment qui ressemblait à ça au cours de ta vie, ou c'était vraiment la seule fois? Le premier but est quand même très spécial, mais j'ai eu la chance d'avoir des très bonnes équipes dans la Ligue américaine. Puis on a gagné 2 championnats où j'ai fait beaucoup de buts qui étaient vraiment très importants. Mais le premier but dans le national, je pense pas que le feeling peut... C'est 2 feelings différents, mais le premier but quand même très exceptionnel. J'avais eu 72 appels après, des courriels de tout le monde qui m'avait côtoyé pendant des années, qui avait des félicitations. Fait que c'est un moment qui est quand même très, très, très spécial. Dans le fond, avec mes recherches, j'ai aussi vu que tu avais joué en Europe. Puis, ouais. Mais qu'est-ce qui pousse un joueur à aller jouer en Europe? Beaucoup de facteurs. Le hockey, comme j'ai dit, là, c'est une carrière que ça va quand même très, très, très vite. Il y a beaucoup de joueurs qui sont repêchés à chaque année. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer. Évidemment que quand tu es rendu à un certain âge, 24, 25, 26 ans, il y en a d'autres qui se font repêcher, qui commencent leur carrière, qui poussent aussi. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir une carrière pendant 12 ans ou 13 ans dans la Ligue américaine, puis avoir eu la chance d'être, jouer quelques matchs dans la Ligue nationale, mais s'établir dans la Ligue nationale, c'est quand même très difficile. Quand tu y arrives, d'y rester, c'est encore plus dur, justement, parce qu'il y a toujours des premiers choix de ronde, qu'on appelle les choix de première ronde, qui rentrent 2, 3e aussi, qui poussent les plus jeunes. Alors, les options, des fois, c'est tu retournes dans la Ligue américaine ou aller en Europe. L'Europe, je pense, c'est sous-estimé, le monde qui n'a pas vu le niveau de jeu là-bas. La KHL, c'est quand même une Ligue nationale de la Russie, la Ligue nationale de Suisse, la Ligue de Finlande. C'est toutes des ligues professionnelles où des excellents joueurs. Alors, ils te côtoient pour ajouter de la profondeur à leurs joueurs de leur pays. Il y a des règlements aussi que tu as le droit à 4 ou 5 joueurs étrangers par équipe. Fait que ça fait qu'ils essaient de prendre les meilleurs pour améliorer leur équipe sur place, mais c'est un autre mode de vie. C'est sûr, c'est pas la Ligue nationale, mais dans ces pays-là, ça reste quand même une Ligue nationale de hockey professionnel. Fait que c'est... Le côté familial, c'est intéressant. Il y a un petit peu moins de matchs. Les côtés salaires sont intéressants aussi. Alors, il y a des facteurs comme ça, qu'il y a des gens qui partent plus tôt. Moi, j'ai poussé, je pense, le plus loin possible parce que j'avais toujours le rêve de m'établir comme joueur dans la Ligue nationale. Mais un coup que tu es en Europe, ben, tu te sens comme un joueur de Ligue nationale de ce pays-là. Puis, lorsque tu jouais en Europe, qu'est-ce qui te manquait du Québec, que ce soit de la nourriture, de la culture ou peu importe? Je pense juste les fêtes de famille, les fêtes de Noël, les choses comme ça, que quand on joue, on a une journée de congé ou 2. Mais j'ai tout le temps été quelqu'un, même ma femme aussi, qui s'est bien adapté avec le mode de vie en Europe. J'ai adoré tous les pays que j'ai faits. C'est sûr que la Suisse, j'ai passé 3 ans là, mes 2 filles sont nées là, ça a été un mode de vie que je peux pas dire qu'une journée, ça me manque d'être au Québec pour certaines choses. C'est juste de faire les choses comme c'est ça, là, les fêtes de cousins-cousines, les soupers avec les amis, c'est spontané. Le Noël est toujours un peu spécial. Tu passes Noël seulement avec peu de monde de ton équipe. Tu es forcé d'être avec des gens, forcé en guillemets, que c'est tes coéquipiers de leur famille qui t'invitent. Mais c'est pas les Noëls qu'on a vécu de tradition avec nos familles, mais il y a sûrement des joueurs qui ont manqué quelque chose physiquement ou de la nourriture, comme tu dis, mais je savais que je revenais l'été pour 1, 2, 3 mois, fait que j'étais capable de prendre ce que j'avais de manque durant la saison. Parfait. Qu'est-ce qui amène aussi un joueur à se questionner sur sa retraite, à se retirer du hockey? On voit des fois, mettons, ses performances ont diminué ou juste l'âge avance aussi, comme dans tout. Il y a beaucoup de situations qu'il y a des joueurs qui sont forcés à cause des blessures d'arrêter. Il y en a qui sont forcés d'arrêter parce qu'ils n'ont pas de contrat, d'offre intéressante de contrat. Il y en a qui ont des blessures, il y en a qui ont eu des enfants, ils veulent rester plus à la maison. Dans mon cas, j'étais rendu à 37 ans, je crois, ma dernière saison. L'âge, quand même, je joue contre des joueurs de 20 ans, 22, 23,
qui sont quand même plus jeunes. La différence d'âge commence à apparaître beaucoup, évidemment, quand tu vieillis. La dernière saison, c'est la première fois que je me disais, bon, peut-être que là, c'est assez. Pendant des matchs, j'étais plus fatigué ou la motivation était un petit peu moins, mais j'ai toujours adoré le hockey. J'aurais joué toute ma vie si c'était possible. Mais je pense que sans les blessures, sans être forcé d'arrêter, un joueur joue jusqu'à temps que c'est naturel de dire, bon, je suis en bon terme avec le hockey, avec moi-même, pour quitter, pour aller dans une carrière. Mais dès que j'ai comme jamais pris dans ma tête de dire c'est fini, je joue au hockey encore pour m'amuser, puis ça me donne encore le plaisir de jouer, mais professionnellement, quand j'ai arrêté, je pense que c'était juste la chose qui était venue à faire. J'aurais pu continuer dans d'autres pays, comme je dis, en Europe, de moins fort ou avec des. Tu sais, s'il y avait quand même deux enfants, aller à une autre école, changement d'école, c'est beaucoup d'ajustements pour des familles. Puis je pense que là, c'était arrivé au point que c'était correct que je prenne ma retraite. C'est quoi qui est le plus dur entre prendre la décision de prendre sa retraite et l'annoncer? Je pense. Parce que prendre la décision, c'est une chose, mais Ouais. l'annoncer aussi, comme quoi c'est fini. Oui, c'est ça. Tu te l'annonces à toi-même en premier. C'est sûr que, comme j'ai dit, il y a quelques matchs dans ma dernière saison ou quelques jours de congé. Je vois là, peut-être que c'est ma dernière. Recommencer un entraînement d'été, te tenir en forme, c'est quand même exigeant. Je me suis rendu compte comment de beaucoup de sacrifices qu'on fait pendant une saison, pendant la saison morte, pour te préparer. Quand tu es dedans, tu t'en rends moins compte. Là, quand à la retraite, lundi matin, je suis pas obligé de me lever pour aller m'entraîner. Je suis pas obligé d'avoir un plan de nutrition. J'avais eu des coachs mentaux pour te préparer pour des saisons, des camps d'entraînement. Fait que c'était beaucoup de choses que quand tu es sur le bord de la retraite, tu dis la motivation là est moindre, mais l'annoncer, ça n'a pas été si pire parce que dans ma tête, c'était déjà fait, c'était réglé. Mais l'annoncer aux gens proches, ils savaient que ça s'en venait. Fait que c'était pas. C'est plus le fait de prendre avec toi-même que de l'annoncer, je pense. OK. Puis dans le fond, la question aussi que vous avez peut-être un peu répondu, la différence entre ta routine de joueur quand tu jouais puis ta routine maintenant de travailleur, plus de gars normal. Oui, c'est énorme. Je pensais pas que c'était énorme. Comme j'ai dit, je pensais pas que j'étais aussi impliqué dans mon sommeil, dans la nourriture, dans l'entraînement. Quand tu es dedans, tu te dis c'est ma job, ça. L'été, c'est ça. Là, je m'en vais pas sur une terrasse de 4 à 7 boire de la bière tous les soirs. Si je fais ça le lendemain, je m'entraîne pas très bien. Ça brise ma progression pour être meilleur au camp d'entraînement. Durant la saison, tu sais, juste quand j'avais des enfants, ma femme me laissait dormir l'après-midi, que je suis en forme pour le match le soir. Maintenant, je pense pas avoir pris une sieste depuis ma retraite l'après-midi. Tu sais, se lever pour dire que je m'en vais travailler. Oui, je me levais pour jouer au hockey, mais c'était vraiment comme on le dit encore, le mot, c'est jouer. Je sentais pas c'est un travail, je faisais pour le plaisir. Puis maintenant, je dis pas que j'ai pas de plaisir au travail, c'est juste que la routine, c'est complètement différent. C'est vraiment deux mondes complètement différents. Parce que, tu sais, la différence entre un travail normal, mettons, puis celui de joueur de hockey, c'est, mettons, tu arrives à 8 heures, tu finis à 5, c'est fini. Exact. Tu le fais plus, tandis que quand tu le fais le hockey, tu t'entraînes, tu vas faire la pratique, après ça, tu vas faire le match, mais tu recommences tout le temps pareil. Exactement. Il y a trois matchs semaine à peu près que je me levais, on allait pratiquer, je viens manger, on sort pas, ou on part sur la route, on est à l'hôtel, on joue le match, il est rendu minuit, je rentre à 2-3 heures du matin. C'est sûr que le lendemain, tu essaies de te reposer parce que tu as un autre match. C'est vraiment c'est un monde très différent, des horaires très différents, que c'est sur à peu près 8-9 mois la saison. Que tout dépend je parle de dépend. La famille se fie à moi, à mon horaire. Il s'ajuste à mon horaire. C'est pas moi qui va aller chercher les enfants tous les jours à la garderie parce que j'ai des matchs, des pratiques. On est sur la route, on part 3-4 jours. Fait que c'est beaucoup de sacrifices pour les membres de la famille. Quand tu es seul, c'est beaucoup de sacrifices envers toi-même de bien te préparer, bien gérer tes choses pour jouer le plus longtemps possible à le plus haut niveau. Si tu avais à recommencer quelque chose, que ce soit en tant que dans ta nouvelle partie de ta vie, soit après ta retraite ou avant, qu'est-ce que ça serait? Écoute, je pense que j'ai répondu au début. J'avais pas de plan B pour dire j'aurais dû changer. Je sais qu'il y a beaucoup de programmes maintenant avec la Ligue nationale, la Ligue américaine, qui te préparent à ton après-carrière. Il y a beaucoup de cours qui se donnent en ligne qui sont très flexibles à avoir un après-carrière, de retomber sur quelque chose. Il y a beaucoup de joueurs américains qui sont allés au collège, qui ont des diplômes en sortant avant d'être professionnels. J'aurais pas changé, j'aurais pas été... ça aurait été pas mieux pour moi, personnellement, d'aller aller chercher un diplôme pendant que je jouais,
tout mon focus était sur le hockey. C'est peut-être pour ça que j'ai été capable d'avoir une carrière aussi longue. Mais après, non plus, je veux dire, j'ai pris un an que j'ai rien fait vraiment. J'ai pris vraiment une retraite, de passer du temps avec les enfants, ma famille, faire tout ce que je manquais. Je me suis impliqué un peu dans le hockey, mais je pense que j'ai fait, c'est cliché un peu, fait confiance à la vie que j'allais trouver quelque chose qui me plaît à faire après ma carrière. Puis j'ai pas de regret à avoir à changer ou avant ou après. Je pense que ça s'est aligné comme là que je suis bien avec toutes les décisions que j'ai prises. Puis, c'est quoi le moment le plus drôle de ta carrière que... Drôle. Ouais, ben drôle ou... Écoute, c'est sûr qu'à partir en Europe, c'est pas aller en voyage, c'est vraiment aller travailler avec le monde. Puis, mon premier pays que j'ai fait en Europe, c'était la Lettonie. Aller à l'épicerie, voir tous les noms du lait. Ben, tu reconnais du lait, mais tous les produits, c'était tout en autre langue. Fait que j'étais tout le temps sur mon téléphone avec c'était des petites situations cocasses de même, de ne pas savoir aucune idée. Il y en a que le chauffeur de taxi parle zéro anglais, zéro français, tu essaies de se faire comprendre. C'est juste l'adaptation d'une autre langue qui est des faits cocasses, mais tu sais, quand on joue à 12 ans aux États-Unis, on est quand même un peu le même mode de vie. Je me suis toujours fait bien comprendre. J'étais bilingue, mais en Europe, il y a des situations qui étaient plus cocasses que d'autres. J'ai souvent joué en Russie, puis c'était se faire comprendre, oublie ça. C'est des photos, des téléphones, des menus. J'ai souvent mangé quelque chose que je ne savais pas trop que j'allais essayer, mais c'est juste des moments c'est plus de l'expérience que des moments que c'était vraiment très drôle. Là. Ouais. C'est ce qui conclut la mini-entrevue. Je suis vraiment contente que tu aies accepté pour vrai. Ça fait grandement plaisir, n'importe quand tu as besoin. Je suis disponible.